Pour commencer, je vous propose ce reportage de la rédaction de NCI, signé Pierre Dipomela, qui revient sur l'arrestation d'Al-Mustafa. Al-Mustafa, présumé cerveau d'un réseau de faussaires risque gros. Il a été arrêté et déféré à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour des faits de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs, escroquerie portant sur du numéraire, corruption et blanchiment de capitaux. Son arrestation fait suite à une plainte contre un connu émise par le secrétaire général du Sénat le 22 janvier 2020. Selon le procureur de la République, Ado Richard Christophe, le mis en cause et ses complices ont produit et commercialisé de fausses attestations d'exonération de sénateurs auprès de particuliers, lesquels s'en servent pour contourner la procédure douanière en matière d'importation de véhicules. Au surplus, l'enquête a révélé l'implication de certains sénateurs. Ceux-ci ont cédé à de tierces personnes moyennant rémunération des documents occasionnant ainsi un préjudice financier important à l'administration douanière. Une demande aux fins d'autorisation de poursuite contre ces sénateurs indélicats sera adressée au Sénat, conformément à l'article 145, alinéa 1 du règle du Sénat en date du 26 janvier 2018. Et ce n'est pas tout. Les bénéficiaires des attestations frauduleuses, de même que toutes les personnes impliquées dans cette fraude, font l'objet de recherches en vue de leur faire subir toute la rigueur de la loi pénale. Une affaire judiciaire qui pourrait éclabousser plus d'un. Anonymes, comme personnalités des hautes sphères, en payeront le prix. Voilà, chers invités, la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous inspire cette affaire? Quel est votre sentiment sur ce dossier? Élisée Boloubou. Moi, je pense que déjà, c'est dommage qu'on puisse, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, se retrouver dans une situation pareille avec des réseaux de ce type-là et voir surtout que des représentants au niveau national soient impliqués dans de tels scandales. Je trouve que c'est grave quand même pour la République. C'est vrai que nous sommes jusque, je dirais, au début de la procédure, parce que là, il est sous mandat de dépôt. Je suppose qu'un procès va s'ouvrir en bonne et due forme, où notamment les personnes impliquées viendront là-bas s'expliquer. Mais déjà, je note que c'est quand même, pour moi, quelque chose d'un peu grave, même pas d'un peu de grave, que des sénateurs soient impliqués, parce que la note du procureur est très claire. Il a même dit qu'il y a des sénateurs impliqués et qu'il fera une note au Sénat pour que ceux-ci soient mis à la disposition de la justice et pour que la procédure soit engagée et évidemment qu'ils puissent répondre devant la justice. Donc c'est dit qu'effectivement, hors des sénateurs, on sait quand même, les sénateurs, c'est des représentants voilà, des collectivités territoriales et autres qu'on a mis là. Ça a donné à ces gens de trafic, c'est un peu dommage. Maintenant, au-delà de ça, il y a quelque chose qui m'a intrigué dans le reportage et qui, pour moi, reste encore comme des zones d'ombre. Quand on dit, par exemple, qu'on a vendu à des tiers des attestations d'exonération et ils se sont servis pour faire rentrer des véhicules. Alors que pour ma gouverne, selon ce que j'ai appris, en me rapprochant des responsables du Sénat ou de l'administration du Sénat, l'attestation, quand on la délivre à un sénateur, n'a pour valider que pour le dédouanement d'un seul véhicule. Pas plus que ça, durant toute la mandature. On en parlera en profondeur, okay. Certainement. On va permettre aux autres invités de donner leurs sentiments. Arthur Bonga. Moi, déjà, je suis plutôt très satisfait de l'attitude de l'administration du Sénat et du président du Sénat. En l'occurrence, le vénérable Aoussou Jano, parce que n'oublions pas que c'est le Sénat qui porte plainte. Tout à fait. Ça, c'est très important. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une volonté du côté du président Aoussou Jano et de toute l'administration du Sénat de mettre le dossier sur la table pour que les choses soient transparentes dans un procès. Ils auraient pu essayer d'utiliser des coups de fil, noyer l'affaire, etc. Mais ça, c'est de la bonne gouvernance. Et en termes de bonne gouvernance, je pense qu'il faut féliciter le Sénat qui a décidé de saisir la justice pour que la justice, à son tour, mène une enquête. Et à partir du moment où le Sénat saisit la justice, je pense bien que le Sénat sera, l'administration en tout cas, sera prête à collaborer. Ça, c'est la première des choses. Et je l'ai dit la dernière fois, tant qu'on met la justice au cœur de la gouvernance, c'est quelque chose de salutaire. Et en cela, il faut féliciter l'administration du Sénat qui a pris ses responsabilités. Et deuxième chose, malheureusement, comme on peut l'avoir dans toutes les corporations, journalistes, enseignants-chercheurs, on a toujours des brebis galeuses qui malheureusement vont ternir l'image de l'ensemble de la corporation. Mais ce n'est pas suffisant.
à mon avis, pour jeter le discrédit sur toute la communauté, surtout les vénérables qui animent la haute chambre de notre Parlement. On vous a bien compris. Valentin Zahui, votre sentiment sur cette implication des sénateurs, sur cette commercialisation des droits d'exonération? Non, disons que quand on prend connaissance du communiqué du procureur Richard Christophe Adou, on apprécie la gravité quand même de la situation. Après, nous sommes à un stade où une enquête est ouverte, c'est une information judiciaire ouverte au niveau du pôle pénal, économique et financier. Donc, la justice est en train de faire son travail. Moi, je ne veux présager de rien. Mais comme l'a dit Arthur, j'apprécie parce que novembre 2019, la Direction générale des douanes prend attache avec le secrétaire général du Sénat pour leur signifier ces anomalies-là. Et 2 mois plus tard, le secrétariat touche, voilà, la justice porte plainte. Donc je pense que dans la démarche, c'est salutaire. Après, comme il a dit, bon, que nous en soyons là, que des sénateurs soient impliqués ou concernés par l'affaire, ça fait froid dans le dos. Ça dénote aussi un peu de la gravité de la situation, comme je l'ai dit, mais on va attendre que la justice fasse son travail et puis on pourra faire des commentaires en conséquence. Aristide Nkenda, votre commentaire en attendant... Avant le commentaire, je vais donner un sentiment et je suis heureux parce que ça prouve qu'on met en place la bonne gouvernance, comme a dit Arthur. Et ensuite, le commentaire, c'est la tristesse. C'est encore un sentiment, mais c'est quand même un commentaire, c'est la tristesse. La tristesse pourquoi? La tristesse de voir que nous sommes dans une société où les représentants du peuple peuvent être impliqués dans des trafics aussi ignobles. Ensuite, faire remarquer que l'homme d'affaires dont il est question, dans un passé récent, était aussi un acteur politique et dont avait des mouvements de soutien. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mouvement de soutien, on estime peut-être qu'on prend des raccourcis pour donc faire dans l'activité commerciale qui n'est pas en réalité une activité. C'est la reconstruction du système des valeurs. Le président Ouattara est engagé là-dedans et il continue. Et parce qu'on ne peut pas continuer de prendre une non-valeur, en faire de la promotion et en faire une valeur et faire croire que ça marche comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et je pense que nous vivons une époque extraordinaire, une époque avec le président Ouattara où, enfin, on peut voir une société où les députés ne sont pas au-dessus de la loi, les sénateurs ne sont pas au-dessus de la loi. Et comme a dit Arthur, il faut saluer le président du Sénat qui a pris le temps, parce que c'est en janvier 2020 qu'on porte plainte, mais on n'a plus le temps de bien enquêter et d'avoir, je crois qu'aujourd'hui, ils ont suffisamment d'éléments. Une enquête qui a duré 1 an quand même. Quand même. Et ça veut dire que c'est sérieux, ça veut dire que c'est une administration judiciaire sérieuse qui travaille. Voilà ce pays qu'on veut. On veut que ce soit un exemple, c'est un modèle d'exemplarité. J'ai eu la chance, je vais quand même citer, j'ai eu la chance d'assister à la conférence de presse du président Pascal Affi-N'Guessan du FPI, où il disait qu'il ne faut pas donner la possibilité aux gens qui n'en ont pas le droit de prendre la parole dans la cité, parce que la prise de parole, elle n'est pas anodine. C'est une prise de parole courageuse, mais elle doit être responsable. Prendre la parole, ça veut dire qu'on pose des actes. Et je pense que cet individu, que je ne vais pas citer son nom dans cette émission, parce que moi, j'estime qu'il ne mérite pas que je cite son nom. Oui, c'est mon droit. Je ne peux pas citer son nom. Et pourquoi vous estimez qu'il ne mérite pas? Que je cite son nom parce que, justement, ce genre de pratique, mais il ne mérite pas qu'on cite son nom dans une émission parce que c'est faire sa promotion. D'accord. Saint-Claver-Oula. Moi, je pense que le vent de nettoyage de l'administration qui a commencé avec les DG, parce qu'on a vu avec les DG et autres, qui a commencé, si ce vent-là peut se poursuivre, c'est tant mieux. Le nettoyage dans des institutions. Aujourd'hui, on en parle parce que celui qui est brandi, et là, je parle sur la base des présomptions d'innocence, parce qu'il n'a pas encore été jugé. C'est le procureur de la République qui a donné son communiqué. Il faut passer au stade du jugement. Et moi, je souhaiterais que les choses aillent jusqu'au bout et que les sénateurs soient identifiés. Qu'ils soient identifiés, qu'ils répondent des actes qu'ils ont posés et qu'il faut donner un signal fort dans ce qui se fait. Parce que c'est vrai, c'est Al-Mustafa. Al-Mustafa, des rumeurs l'ont présenté comme une personnalité qui n'est pas de très bonne moralité. Des choses ont couru autour de sa personne.
c'est le dindon de la farce. Mais qui est derrière? Vous allez nous dire pourquoi c'est le dindon de la face. Je reviendrai vers vous, Maître Suemi Emile. Oui. Votre sentiment sur cette affaire en tant qu'homme de droit? En tant qu'homme de droit, la première appréciation que je fais, c'est que pour moi, c'est un véritable c'est scandaleux qu'on puisse être face à cette affaire parce qu'on parle quand même du Sénat, qui est l'une des plus grandes institutions du pays. Et quand le procureur dans son communiqué, affirme, après 1 an d'enquête, que l'enquête a révélé que des sénateurs sont impliqués, pour moi, c'est très grave. Parce qu'on parle quand même d'hommes politiques qui sont au sommet de l'État, qui sont appelés à donner de l'exemple, qui sont appelés à voter des lois qui régissent ce pays, que ces personnes-là puissent se prêter au jeu décrit par le procureur, pour moi, c'est scandaleux. Et nous espérons, l'enquête ne fait que commencer parce que le procureur l'a dit, il a requis l'ouverture d'une information. Aujourd'hui, un individu a été placé sous mandat de dépôt, mais il est évident, quand on écoute le procureur, que c'est un véritable réseau, il y a certainement plusieurs personnes. Donc nous attendons, nous espérons que l'enquête, donc l'information judiciaire que va conduire le juge, va permettre vraiment de démanteler le réseau. Mais la question qui se pose justement, et j'aimerais vous la poser, c'est comment en Côte d'Ivoire on peut commercialiser des droits d'exonération, ce réseau. Quelle peut être donc l'implication des sénateurs de tout ce réseau? Sont-ils des victimes, des facilitateurs? Achubanga? Moi, déjà, je peux vous assurer qu'il y a plein de sénateurs qui sont des victimes. Je vous donne je ne citerai pas de nom, puisque je n'ai pas l'autorisation, mais il y a des sénateurs qui n'ont jamais utilisé leur attestation. Et pendant l'enquête, on se rend compte qu'ils l'ont utilisé, donc ils sont victimes. Il y a des sénateurs qui ont utilisé leur attestation de bonne foi sur un véhicule, comme le permet la loi, et qui se retrouvent cités dans 3 ou 4 véhicules. Comment peut-il être victime? J'imagine que la douane a la liste des sénateurs. Si, bien sûr. C'est pour ça que la douane remarque une anomalie. Elle saisit le Sénat en décembre 2019. Le Sénat prend le temps d'analyser la situation, 2 mois d'enquête interne, et le Sénat fournit des pièces à la justice. C'est que le Sénat ramène à la justice des attestations fausses, des cartes d'identité de sénateurs qui ont été falsifiées, du faux et d'usage du faux. Donc c'est le Sénat qui saisit la justice sur la base d'une enquête interne. Donc qu'il y ait des sénateurs, on ne sait pas dans quelle proportion d'ailleurs, l'enquête nous permettra de le dire, mais il faut quand même signaler qu'il y a la grande majorité des sénateurs sont d'abord victimes parce que plein d'entre eux n'ont même pas utilisé leur attestation et ils se retrouvent cités. Comme je l'ai dit, il y a d'autres qui ont utilisé l'attestation une seule fois et qui se sont cités 3 fois. Et donc, l'enquête, la bonne gouvernance, en fait, elle vient du Sénat. Moi, je veux qu'on insiste là-dessus, puisqu'on est en train de parler de gens qui vont salir l'institution. C'est normal par leur attitude scandaleuse. Mais n'oublions pas que de l'autre côté, c'est l'institution qui prend ses responsabilités. Et donc, c'est l'institution qui fait le pas vers la bonne gouvernance. C'est elle qui porte plainte pour que la lumière soit établie. Et donc, à partir du moment où il y a cela, je peux dire... Il faut plutôt s'en féliciter et être honoré d'un Sénat qui collabore pour la bonne gouvernance. Mais il n'y a que des sénateurs. Après, le faux usage de faux, ça existe partout. Elvin, demain matin, vous pouvez vous retrouver sur la place avec votre carte d'identité falsifiée. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous pouvez retrouver Maître Suivi, qui est avocat, peut retrouver son passeport sur une scène de crime, un faux passeport. Donc ça, c'est des choses qu'on voit de façon, je veux dire, répétée, même si au niveau des sénateurs, ça peut scandaliser, je comprends. Il faut quand même noter que c'est le Sénat qui fait le pas vers la bonne gouvernance. D'accord, on vous a bien compris. Élisée? Mais moi, je pense qu'on est devant des Ivoiriens. Il serait bien qu'on fasse un peu de pédagogie pour que ceux qui nous suivent quand même puissent comprendre l'affaire. Parce que même si c'est vrai que le procureur a fait un communiqué qui semble être assez explicite, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques zones d'ombre qui méritent quand même d'être éclairées. Voici comment ça se passe. Chaque sénateur, lorsqu'il est élu, a droit à une attestation d'exonération qui lui permet de pouvoir faire rentrer un véhicule avec des caractéristiques précises. Et cela une seule fois durant sa mandature. Qui dure 5 ans. Qui dure 5 ans. En dehors de ça, il ne peut plus. Il n'a pas droit ni à 2 ni à 3. L'administration douanière a la liste, parce que si le citoyen lambda sait qui sont ceux qui sont les sénateurs, ce n'est pas l'administration douanière qui n'a pas, puisqu'elle est chargée de faire suivre ça. Elle a donc la liste des sénateurs qui, eux, méritent. Quand je dis qu'il y a des points qui, eux, méritent de bénéficier de ce droit d'exonération, quand je dis qu'il y a des points d'ombre,
On se pose bien la question de savoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute Arthur, il y a eu cette volonté des uns et des autres, notamment dans l'enquête douanière, de saisir le Sénat, qui a noté l'anomalie et tout ça. Mais on peut se poser une autre question. Laquelle? Mais d'où vient-il qu'il y ait des sénateurs, des noms de sénateurs, qui aient bénéficié 2, voire 3 fois d'exonération quand on sait que la loi ne l'autorise pas? Parce que ces exonérations dont ils ont bénéficié, les dédouanements de ces véhicules sont passés par l'administration douanière. Logiquement, il y a un fichier, de sorte que lorsque un nom a été déjà une fois bénéficiaire d'exonération, ne peut plus être bénéficiaire une seconde fois. D'où vient-il que certains ont été 2 fois, 3 fois? Ça veut dire qu'il y a quelque part une complicité interne. Je n'irai pas vite en besogne parce que je ne suis... Une complicité interne à quel niveau? Au niveau de la douane? De l'administration douanière. De l'administration douanière, il y a quand même une lumière qui doit être faite. On doit clarifier comment se fait-il qu'un fichier qui est censé être un fichier unique puisse aujourd'hui permettre que des personnes aient bénéficié, voire 2, 3 fois d'exonération. Comme je le dis, il y a encore des points d'ombre qui méritent d'être éclairés. Mais en plus de ça, quand on finit, il y a les... Quand j'écoute Arthur, ce qu'il dit est juste. Effectivement, le Sénat a initié cette plainte et tout ça. Mais aujourd'hui, on ne dispose pas, en termes de proportion, de ceux-là qui sont cités. Donc, on ne peut pas présager déjà que, disons, la grande majorité sont victimes et tout ça. Je serais bien intéressé, peut-être qu'il me donne sa source sur cette question, parce que le procureur n'en parle pas. Tout est-il que le procureur les ferme sur une chose? Les sénateurs sont impliqués. Voilà, il y a des sénateurs qui sont complices de ce réseau. D'accord. Le communiqué le dit. Maître Suy, j'ai vu que vous voulez réagir. Oui, je voulais dire que c'est l'enquête, l'information qui va nous permettre de savoir quels sont les sénateurs qui sont victimes et quels sont les sénateurs qui ont participé Ce sont des facilitateurs, activement à tout des ça. acteurs. Mais ce qu'on retient déjà, c'est que le procureur dit qu'il y a des sénateurs qui ont remis leurs attestations à des tiers. Ça veut dire que dans ce cas, le sénateur reçoit bien une attestation qui doit lui profiter et qu'il cède à un tiers. Dans quelles circonstances? Mais il n'a pas le droit de céder selon la loi. C'est pourquoi j'ai dit l'implication des sénateurs peut être à 2 niveaux. Soit parce qu'ils ont participé activement au réseau, soit parce qu'ils ont été victimes parce que leurs attestations ont pu être falsifiées. Parce que quand ils parlent de sénateurs qui ont pu importer 2 ou 3 véhicules, ça pose automatiquement même le problème de la responsabilité de la douane, puisque par mandature, un sénateur a droit à un seul véhicule. Donc, lorsque le sénateur utilise pour la première fois une attestation et importe un véhicule, au cours de la même période de 5 ans, ce sénateur ne peut pas importer un deuxième véhicule, un troisième véhicule, sans que cela ne puisse attirer l'attention de la douane si les choses sont bien organisées, parce qu'on parle quand même de 99 sénateurs, ce n'est pas des millions de personnes pour qu'on dise qu'on ne peut pas faire une vérification. Aristide Nkenda, votre avis, à quel niveau peut se trouver l'implication des sénateurs? Selon vous, sont-ils victimes? Sont-ils des acteurs? Oui, c'est les 2 cas. Il y a ceux qui sont victimes et le procureur l'a dit, comme a dit Maître Suy, il y a des sénateurs qui sont impliqués. Mais ce que je vais dire, c'est que ce sujet, cette crise économique pose le problème de ceux qui sont en difficulté avec la loi dans la société. C'est-à-dire, il y a une catégorie de population qui pense qu'on peut brûler les étapes, on peut tricher, on peut concevoir la vie autrement au lieu de passer par les règles. Et ceux-là sont généralement des manipulateurs, ils sont très fins, ils sont très vrais dans le faux, c'est-à-dire qu'ils excellent dans le faux, et ceux-là arrivent à faire miroiter à certains qui sont faibles d'esprit le fait qu'on peut créer des conditions donc, pour gagner l'argent malhonnêtement. Donc, ces gens vont donc à la douane, créent des réseaux, vont au Sénat, créent des réseaux, et outrepassent même certaines prérogatives, prennent des, comme a dit Arthur, puisqu'il y en a qui sont victimes, prennent des documents qu'ils falsifient, et comme a dit Élysée, comment se fait-il qu'à la douane de Côte d'Ivoire, alors que les sénateurs n'ont droit qu'à un seul véhicule, on peut retrouver 3 à 4 véhicules. Je crois que c'est ça qui a attiré l'attention
du président du Sénat, et donc ils allont porter plainte. Président du Sénat dont la signature aurait été falsifiée selon les informations qu'on a eues. Comment donc cette signature peut être falsifiée pendant au moins 1 an parce que l'enquête a quand même duré 1 an. J'aimerais donner la parole à Sinclaver-Oula pour sa réaction. Les signatures des responsables d'institutions sont publiques. On retrouve ces signatures-là. Il y a des diplômes même qu'on falsifie avec des signatures et autres dans des cyber et un peu partout. Donc, falsifier, retrouver la signature du président du Sénat et la falsifier, c'est comme de l'eau à boire. Donc, quand des personnes sont de mauvaise moralité, elles peuvent se procurer ces signatures-là et même des documents et puis y apposer ces signatures tout simplement. Mais moi, j'aimerais revenir un peu sur ce que... Dr Arthur Banga a dit. Je pense que si on s'en tient à ce qu'il a dit, qu'il y a des sénateurs qui eux aussi ont été victimes, je pense qu'à ce stade, le procureur de la République il n'aurait pas encore terminé son enquête. Et je pense que l'enquête se poursuit. Et je le redis, c'est pendant le procès que la vérité sera établie. Parce que lui, mon confrère l'a relevé tout à l'heure, Boloubé, ce n'est pas possible qu'une seule personnalité puisse importer 3 à 4 véhicules dans les fichiers de la douane. Cela va nous ramener encore à un autre scandale qu'on a connu à la douane, le scandale du guichet unique. Donc il y a vraiment problème. Il y a problème dans la gestion même de notre administration, dans la gestion de nos fichiers. D'accord. Moi, j'aimerais revenir, avant de vous donner la parole, Valentin Zawi, sur le dernier paragraphe donc, du communiqué du procureur. Je suis d'accord, quand vous parlez de victimes, il parle de poursuite, en fait. Donc, peut-on poursuivre des victimes? Il dit, le procureur de la République tient à indiquer, s'agissant des sénateurs impliqués dans ces faits, qu'une demande aux fins d'autorisation de poursuite sera adressée au Sénat. Donc, c'est une demande aux fins d'autorisation de poursuite. Valentin Zawi, vous avez souhaité. Parce qu'un sénateur jouit de l'immunité parlementaire. Donc, il y a une disposition particulière. Je suppose que c'est par rapport à ça que le point est dit. Je vais revenir d'un mot sur le fait qu'on parle d'une situation délicate. Autant la Direction générale des douanes fait la démarche de se rapprocher du Sénat pour signifier à cette institution quelques pratiques frauduleuses, là, c'est une très bonne chose. Alors, et en même temps, et tu fais bien de le dire, je l'ai dit ici à l'entente de mon propos, aussi l'administration du Sénat fait la démarche vers le système judiciaire pour porter plainte, pour dire que, bon, voilà, donc ça veut dire que l'administration du Sénat, a priori, n'est pas mise en cause ici. C'est pas ça le sujet. Le fait est que, certainement, dans cette institution, il y a des citoyens, il y a des responsables, des gens qui ont été élus par le peuple souverain et qui, malheureusement, peut-être sont trompés de pratiques. Ce qui est important, si, comme disait Élisée, si au niveau de la douane, il y a des personnes qui n'ont pas été correctes et que la direction de cette structure a pris sur elle de porter, enfin de dire ce qui ne va pas, c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour protéger, on ne cherche pas à protéger des personnes indélicates. Donc, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit au niveau du Sénat, le fait que les deux structures manifestement s'engagent dans la procédure, je pense que ça va permettre d'éclairer... Pour aller un peu plus loin dans les échanges, est-ce que ce qui se passe en ce moment ne remet pas sur la table la question de la corruption en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on est en train de parler du Sénat. Il y a plusieurs structures qui sont montrées du doigt dans la corruption en Côte d'Ivoire. Arthur Banga. J'allais en venir. Hein. Je vais dire, quand on va sortir maintenant des particularités, c'est-à-dire du Sénat, de l'administration, etc., il y a deux leçons intéressantes. La première leçon que moi je mets au crédit, j'ajoute l'administration de la douane et du Sénat, c'est cette volonté de bonne gouvernance, de saisir la justice quand on a un souci. Et d'ailleurs, c'est la meilleure façon de se protéger elle-même en tant qu'administration. C'est la première des choses. La deuxième des choses, et pour revenir à ce que Aristide disait tout à l'heure, bon, moi je vais plutôt voir le côté positif, c'est que petit à petit, on revient à une Côte d'Ivoire de valeurs, où les non-valeurs seront poursuivis par la justice. Parce que ce n'est qu'un réseau, il le dit, l'enquête pourra, parce qu'il y a plein de secteurs de l'administration qui sont ces exonérations-là. Sans doute le réseau aller toucher là-bas. Il ne faut pas oublier même ceux qui achètent en bonne et due forme. Quand M. X sait qu'il n'a pas le droit à cette exonération, qu'il l'utilise. Donc c'est toute la société. Mais le côté positif pour moi, c'est que de plus en plus, dans notre pays, on prend conscience qu'on est dans une dégringolade. Et que si on ne revient pas à nos valeurs, si on ne revient pas au fondement de notre nation, c'est-à-dire l'union, la discipline et
et le travail, si on ne met pas aux valeurs traditionnelles de l'Afrique, on va se mettre tous en danger. Et aujourd'hui, je suis très content que ce scandale explose parce qu'il va montrer, et j'emprunte le mot non-valeur à mon voisin de gauche, Aristide, pour dire oui, il faut combattre les non-valeurs. Et ça, c'est une façon de combattre les non-valeurs. C'est une façon de permettre à la Côte d'Ivoire de faire un pas très intéressant vers la bonne gouvernance. Aristide? Evelyne, il y a un conseiller du roi, de l'empereur chinois à l'époque, qui avait dit à cet empereur, si vous voulez faire la guerre à un pays voisin ou à un autre pays, n'achetez pas les armes, ne faites pas la guerre pour ne pas tuer les populations. Ce que vous faites, vous introduisez la corruption et vous tuez l'école. Au bout de 2 décennies, vous aurez un pays gouverné par des voleurs et un pays d'ignorants. Pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire. Pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, Arthur l'a dit, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, pourquoi? Parce qu'il faut reconstruire le système des valeurs. Et pour reconstruire le système des valeurs, la plus grosse plaie, c'est la corruption. Donc on reconnaît que le système des valeurs est détruit. Oui, il y a inversion du système des valeurs depuis au moins 2 décennies et demie. Il y a inversion du système des valeurs. Après les vents d'Est, après la chute du mur de Berlin, les vents d'Est, le retour au multipartisme, il y a eu, avec les crises qu'on a connues, notamment en Côte d'Ivoire et dans les autres pays, il y a eu donc inversion du système des valeurs parce que, comme je dis souvent avec mon ami Guillaume Bateau, quand il y a la bagarre, nous qui ne sommes pas forts, on ne peut pas y aller. C'est ceux qui bandent les muscles qui vont donc occuper le terrain. Alors que dans une société normale, ce sont les ménages qu'il faut solliciter, ce ne sont pas les muscles. Donc, dans une société où il y a inversion du système des valeurs, c'est donc les médiocres, c'est donc les malins, et même souvent des esprits malins qui occupent le terrain. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas construire une société avec ça. Aujourd'hui, c'est une très bonne chose. On vit une époque extraordinaire. Hein, je vous avais dit qu'après le 31 octobre, la Côte d'Ivoire va connaître un miracle. Voilà les miracles qui se produisent. Nous sommes dans un pays où le quotidien, le Patriote, qui est proche du parti au pouvoir, peut être suspendu pour 3 parutions parce que ce quotidien a publié un article qui a des propos injurieux vis-à-vis de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ça, c'est une société qu'on est en train de construire. Nous sommes dans une société où une jeune dame qui est cyberactiviste, qui tient des propos qui envoient du désordre, est en prison. Donc, une société où le président a dit la justice d'abord. Même s'il faut après avoir des actions politiques, il faut qu'on construise notre société avec les valeurs. D'accord. Je vais vous donner la parole, Valentin Zahui et les autres, mais en même temps, je vais vous demander de commenter cette citation qu'on a vue sur Twitter, qui est de Soumoro Kando, qui est ex-député de Biancouma, qui est un proche de Soro, qui a dit sur son compte Twitter, c'est un vaste réseau au sein de la République. Je me demande si le procureur pourra aller en profondeur, encore une fois, où on va laisser le voleur pour sanctionner le receleur, on verra. Qui donne un peu le sentiment aussi qu'en Côte d'Ivoire, on a souvent des ouvertures de procès, on a souvent des affaires qui font débat comme ça, mais qui ne vont pas jusqu'au fond de la question. Valentin Zahui. Oui, alors, il y a une chose qu'il faut prendre en considération. Nous sommes tous des Ivoiriens. Pendant 30 ans, sous l'ère du président Houphouët-Boigny, de Vénéré Mémoire, on a connu un pays relativement stable, prospère et tout ce qu'on en sait. Et puis, depuis 90, jusqu'à maintenant, ça fait 30 ans. Notre communauté nationale est un corps social qui a été traumatisé, meurtri, violé, violenté, tout ce qu'on veut. Mais ça destitue une société. Donc, bien entendu, quand il y a la guerre, quand il y a les crises, mais les valeurs partent en vrille. Donc, effectivement, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans un pays où la corruption elle est endémique, où il n'y a que du faux. On le sait tous, nous sommes des Ivoiriens. C'est dans ce pays que vous avez des gens qui vont justement, qui n'ont pas droit à des attributions ou à des avantages, mais qui en profitent. Vous avez la boutique diplomatique, c'est ceux qui y vont pour faire des achats, c'est pas forcément des gens qui ont des statuts, mais ça on le sait tous. Donc c'est vaste. Mais quel est votre avis sur donc, ces poursuites, ces affaires C'est une très bonne chose parce que qui ne vont pas souvent jusqu'au bout. Ah non, justement, il faut qu'on sorte de cela. Il faut que les choses aboutissent. Et je termine avec cette Evelyne. Je vais dire juste, dans un pays, pourquoi on parle de cohésion? Ça prend en compte 3 dimensions. Très rapidement, il y a la dimension culturelle qui dispose que chacun de nous, on vient des sphères différentes, donc on n'a pas les mêmes normes et valeurs culturelles, mais ça nous détermine et c'est heureux. Et nos différences sont des richesses. Il y a la dimension organique qui fait que les citoyens que nous sommes, nous avons des ambitions, on veut se réaliser, aussi bien individuellement que collectivement. Donc l'État doit nous donner la chance de nous réaliser. C'est la notion de l'égalité des chances. Est-ce qu'on l'a tous? La question reste posée. Et la dernière dimension, elle est structurelle.
mais justement qui est là pour réguler les choses. Et la justice a un rôle important. Donc si des personnes qui n'ont pas droit de bénéficier des avantages qui sont dans les pratiques frauduleuses prennent ce risque-là, il faut bien que la justice leur dise, nous sommes dans un pays qui est organisé et bon, ils doivent subir la rigueur de la loi. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il faut s'en féliciter. Bon, j'aimerais revenir sur le tweet de Soumaoro Kando. Il faut dire que lui, ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien député. Et il a été député à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale aussi, on parle d'exonération de taxes et autres. Donc, quand il le dit, il sait de quoi il parle. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que c'est le Sénat qui a porté plainte, qui est sur la place publique. Mais vous pensez que ça s'étend également à l'Assemblée nationale? Mais c'est lui qui le dit. Donc, c'est comme je le disais tantôt. Il dit que c'est un vaste réseau au sein de la République, sans citer une autre. Voilà, bien sûr. Il dit que c'est un vaste réseau au sein de la République, mais l'Assemblée nationale fait partie de la République. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut voir de près. Il faut voir de près la gestion de nos institutions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la corruption. Et il ne faudrait pas que des personnalités pensent qu'elles sont intouchables. Parce qu'elles appartiennent au bon parti politique et au pouvoir, parce qu'elles occupent une certaine position dans la société, donc elles peuvent faire n'importe quoi. Je pense qu'il faut que, autant que nous soyons tous égaux devant la loi. Au niveau de la loi. Oui, Élisée. OK, moi je note deux choses. Je pense d'abord dans un premier temps que ce qui vient de se passer, ou du moins ce que vient de révéler le procureur, va servir de prétexte pour que ce genre d'enquête-là se généralise à tout le système. Parce que je reste pertinemment convaincu que, bien évidemment, quand il évoque le thème de réseau, c'est-à-dire que c'est quelque chose quand même vraiment qui est vaste. Donc je reste pertinemment convaincu qu'effectivement, il y a plusieurs secteurs de la République qui certainement... Qui sont concernés. Voilà, qui sont concernés. Et donc je pense que ça va servir de prétexte vraiment pour qu'on puisse élargir cette zone d'enquête-là à tous ces secteurs de la République qui bénéficient de ces avantages, de ce type d'avantages. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de structures qui bénéficient de ce genre d'avantages et dans lesquelles on retrouve souvent ces anomalies-là. Donc c'est déjà une première chose. La deuxième chose, je voudrais que tous les Ivoiriens qui nous suivent comprennent qu'aucun système n'est définitif. Tu peux ruser avec la loi, frauder avec les institutions de la République, mais tôt ou tard, tu seras découvert. Et il est important qu'on ne s'adonne pas à ces genres de pratiques. Tu seras découvert, mais pas forcément mis en prison. Bien, tu seras découvert et mis en prison. Quand je parle de découvert, tu seras déjà exposé. Soyez voilà, tu seras exposé et probablement poursuivi et mis en prison, subir la rigueur de la loi. Parce que j'estime que la loi prévoit des sanctions ou un certain nombre de dispositions quand on est en porte-à-faux vis-à-vis d'elle, en fait. Donc, vous allez certainement subir ça. Donc, aucun système n'est forcément définitif. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu passes entre les mailles des filets à travers la fraude que tu penses que c'est définitif. Tôt ou tard, ce système va se fermer sur toi. Aussi, à l'endroit même de ceux qui animent l'administration publique ivoirienne, qui animent toutes nos institutions, ils ont un devoir de redevabilité vis-à-vis de l'État. Ça, il faut qu'ils comprennent. Et partant de ce fait-là, doivent avoir une attitude qui s'y est. C'est vrai que ton ami peut frauder, tu peux même être au courant. Ça peut même le faire prospérer. Mais tu n'es pas obligé d'en faire autant. Et parce que tu n'es pas obligé d'en faire autant, quelqu'un d'autre copiera sur toi. Et au final, c'est cette valeur de probité que vous mettez ensemble qui va finir par contaminer les autres et ramener notre société vraiment au système de valeurs qui a été inversé. Et ça, c'est vraiment important. D'accord. Merci, Élisée. On vous a bien compris. Maître Suibi aimerait réagir, mais je veux rester avec vous sur cette question parce que le procureur, justement, parle de ce règlement, de l'article 145 du règlement que je vais lire pour nos téléspectateurs. Il dit « Aucun sénateur ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau du Sénat, sauf les cas d'infraction flagrante ou de condamnation définitive. » Donc, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer s'il est avéré que les sénateurs sont coupables, sont des acteurs du point de vue de la loi? Quelle sera la suite de cette affaire? Alors, la suite de l'annonce faite par le procureur, à ce stade, on ne parlera même pas encore de sénateur coupable ou pas. Parce que l'immunité, donc la loi prévoit, la Constitution prévoit, ensuite c'est organisé par l'Assemblée nationale et le Sénat dans leur texte, c'est que les sénateurs et les députés donc, bénéficient de l'immunité. Ils ont une immunité qui est absolue pour tout ce qui concerne l'activité
parlementaire. D'accord. Donc il ne peut pas être arrêté, jugé, poursuivi, rien d'autre. Mais pendant la session, donc comme c'est le cas actuellement, parce qu'ils sont en session depuis le premier jour ouvrable du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de décembre, ils sont en session. Pendant cette période-là, donc lorsque un sénateur ou un député est soupçonné d'être impliqué dans une affaire qui justifie que des poursuites soient initiées donc, contre lui, le procureur donc, sollicite de la Chambre à laquelle il appartient, notamment le Sénat, en ce qui nous concerne ici, l'autorisation de poursuivre le sénateur. Donc, ce qui va se passer, c'est que le procureur va saisir le Sénat par le canal de son secrétaire général ou de son président pour demander l'autorisation de poursuivre des sénateurs qu'il va indiquer dans sa demande d'autorisation de poursuite. Il va normalement désigner les sénateurs. Il va indiquer également dans cette demande les éléments sur lesquels il se base pour estimer que ces sénateurs-là doivent faire l'objet de poursuites. Selon la loi, donc selon le règlement, une commission donc sera mise en place au niveau du Sénat qui va examiner les faits et le Sénat sera donc appelé à voter une résolution pour autoriser les poursuites ou... Refuser. Le Sénat peut refuser. Oui, peut refuser de faire droit à la demande du procureur parce qu'ils vont recevoir un dossier, ils vont l'examiner, ils vont regarder le contour du dossier et ils vont se prononcer. Et une fois que le Sénat donc, va autoriser les poursuites, le procureur pourra, dans le dossier qui est déjà ouvert au niveau du juge, donc demander au juge d'étendre les poursuites aux sénateurs dont la poursuite aura été autorisée par le Sénat. D'accord. Merci pour ce éclairage. Non, juste une précision, maître. Je crois que dans le cas de l'immunité, ça ne concerne pas le flagrant délit. C'est-à-dire que dans ce cas, parce que c'est une procédure, mais si c'est un flagrant délit, on n'a pas besoin de passer par cette procédure. Oui, non. Quand on prend un flagrant délit, il n'y a pas de question d'immunité. Ça veut dire, je donne un exemple pour que les téléspectateurs comprennent. Oui, si on trouve un député ou un sénateur qui est en train, je vais utiliser une image forte, qui est peut-être en train de tuer un enfant ou en train de faire... On le trouve sur les faits, on le voit. De voler un véhicule, par exemple, c'est plus simple, ça reste dans le contexte. Non, s'il vous plaît. Allez-y, Aristide, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Non, je vous donnerai la parole. je prends des exemples comme ça, mais je veux dire, sur le flagrant délit, il n'y a pas question d'immunité, on vous prend tout de suite. Maître Subi, vous réagissez. En fait, je ne parle pas du flagrant. Je n'ai pas parlé de tous les aspects de l'immunité. Je parle du dossier. Parce que visiblement, on n'est pas dans un cadre de flagrant délit, puisque le procureur lui-même déjà annonce qu'il va demander au Sénat l'autorisation de les poursuivre. Nous indique si on est dans un cadre de flagrant délit, il n'y a pas besoin de demander une quelconque autorisation. Ils sont poursuivis et ça, c'est quand on est hors session. Parce qu'il faut aussi le préciser. Parce que tout dépend. Quand on est en pleine session, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est hors session. Et lorsqu'on est dans un cas de flagrant délit, or ici, visiblement, le procureur lui-même estime qu'on n'est pas dans un cas de flagrant délit, puisqu'il dit il va faire une demande au Sénat, au bureau du Sénat. Non, je voulais juste faire la précision, ce n'était pas pour contredire Maître, je voulais juste que Maître explique, parce qu'il y a aussi le flagrant délit. Je comprends. Merci. Également. Et on retiendra de votre intervention que le Sénat peut refuser, peut ne pas donner suite à cette demande du procureur, puisque c'est une demande. C'est une demande qui est faite. C'est le Sénat qui va donner une suite à cette demande. Elle peut dire oui ou non. Archie Banga. Moi, je pense que pour revenir d'ailleurs, je saisis la pêche, mais c'était d'ailleurs par rapport au tweet de M. Kando, qui est, comme on le dit, député, ancien député, donc qui connaît un peu le système. Et je veux dire, dans le prolongement, que le Sénat n'a aucun intérêt à ne pas voter, lever l'immunité des suspects dans cette... Parce que... On dit que c'est quand même... C'est possible. Oui, c'est important que les téléspectateurs... J'ai pas d'intérêt. Et je viens au mot intérêt parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une cassure de plus en plus grande entre les élites et le peuple. Il y a une cassure de plus en plus grande entre le monde politique et les Ivoiriens. Tout simplement parce qu'il y a comme un dégoût par le simple fait qu'on a l'impression que un dégoût de quoi? De qui? Un rejet, un dégoût de la politique et des hommes politiques en général, parce que le bas peuple peut avoir l'impression que ceux-là, ils ont tous les droits. Ils changent tout de suite, ils réussissent en claquant le doigt avec un nouveau poste. Et tout ça, réussir ce procès va réconcilier les Ivoiriens avec leur classe politique, avec leur classe dirigeante. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on s'étonne que les taux de participation soient de plus en plus faibles, que les jeunes s'engagent de moins en moins. Mais tout ça
l'explique. Donc aujourd'hui, le procureur, le Sénat et l'administration de la douane ont ouvert un dossier. Ils ont l'obligation d'aller au bout. Parce qu'à partir de cette réaction, des conclusions, on aura soit une sorte de réconciliation entre les dirigeants et le peuple, soit la cassure sera encore plus grande. Et c'est cette cassure plus grande qui laisse sa place aux extrémismes. Et il ne faut pas que notre pays bascule dans tout ça. Il faut que le Sénat, la justice saisissent cette opportunité pour montrer que justement, nul n'est au-dessus de la loi et qu'on peut faire confiance en nos dirigeants. Valentin Zahui, merci à Thiobanga. Oui, non, avec votre permission, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais j'aimerais quand même aborder un point avant qu'on passe à autre chose. Monsieur Touré Al-Mustafa, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et comme je dis, un pays, c'est un village. Nous nous connaissons tous. On connaît le caractère très sulfureux de ce personnage. Mais il y a 2 semaines, il était encore chez vous ici, sur vos antennes, où il disait qu'il avait une montre de 7 millions, où voilà, il a des chaussures à 1500 €, où sur le président Gbagbo, voilà, il avait 20 militaires, 20 policiers où voulez-vous en venir ? Et que voilà, il allait jusqu'à aller attaquer le directeur des douanes de l'époque. Pour dire que... C'est ça aussi, cette Côte d'Ivoire des valeurs qu'on veut construire, il faut faire attention aussi à ceux qui prennent la parole sur la place. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les télés, les réseaux qui sont la place publique. Il faut faire attention aussi à qui on appelle. Parce que si on invite des contre-valeurs, ben on participe à mettre en place des contre-valeurs. Donc il faut aussi faire attention à ça parce qu'on se connaît tous et voilà, on n'est pas forcément surpris de voir ce qui arrive aujourd'hui. Et donc dans cette idée de construire une Côte d'Ivoire des valeurs, il faut aussi faire attention aux messages qu'on voit certaines personnes sur des plateaux télé, parfois les reprendre quand ils disent des choses qui n'ont pas dans le bon sens. Voilà. D'accord. Oui, Élisée, rapidement, sans forcément vouloir vous apporter la parole, on est également dans une société où l'expression est libre, de la liberté d'expression. D'un mot, oui, non, bien sûr, d'un mot, je le dis. Comment je l'ai écouté ce monsieur, au temps du PDCI, il a bien dit qu'il était PDCI. Sous Gbagbo, il était leader patriote. Aujourd'hui, il a dit qu'il est RHDP. Il n'est pas le seul. Ça pose un problème. Il n'est pas le seul. Nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est son droit. Mais ce que je veux dire, quand on pense qu'il faut être du bon côté, c'est ça aussi. Si je suis du bon côté, où on a une approche très manichéenne de la situation, chez nous, on est les bons, on est les meilleurs. Si je suis du bon côté, je peux tout me permettre, j'ai aucun problème. Après, c'est quoi le bon côté? Voilà. Le bon côté, du bon côté. Je vais permettre à 5 de réagir rapidement pour qu'on aille à la pause. M. Zahui a dit tout à l'heure qu'on le reçoit sur le plateau télé, il dit qu'il porte... Mais le fait de porter une montre de 1500 € et de 7 millions et d'avoir ceci et cela, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, en fait. C'est pas ça le problème. Rien n'établit tout de suite que cette personne ou cet argent qu'elle a, cet argent a été dérobé frauduleusement. C'est pas ça le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'est-ce que notre justice fait pour assainir notre société? Qu'est-ce que la justice fait? Est-ce que la justice se déploie dans des situations qui sont suspectes? C'est ça le problème de fond. Voilà. Sinon, rien n'empêche M. Al-Mustafa d'être aujourd'hui PDCI, demain RDR, après-demain... Voilà. Merci. On va aller à la pause. En tout cas, sur ce changement de couleur politique, il n'est pas le seul. Nous sommes en Côte d'Ivoire et nous avons vu... Voilà. Donc, merci. On va aller à la pause et on se retrouve juste après ceci. La transhumance politique. En marche, vous êtes dans NCI 360. Nous sommes en train de parler de l'affaire Al-Mustafa qui défraie la chronique. Et la Saint-Claver-Oulard avait justement la parole. Terminez votre intervention. Ensuite, Valentin Zahui, vous réagissez. Oui, non, je disais, je reviens là-dessus. Je dis, c'est notre justice qui doit véritablement faire son travail aujourd'hui. Quand on est... Tout à l'heure, mes confrères parlaient d'une société de non-valeurs. Mais qui institue les valeurs? C'est la justice. Quand à un moment donné, nos politiques et autres ont démissionné, c'est notre justice qui doit être transparente. Donc c'est cela que Al-Mustafa, il gagne son argent, il ne gagne pas son argent. C'est la justice qui doit chercher à voir les origines de cette fortune. Donc il faut que notre justice travaille et qu'elle soit transparente.
Valentin Zahui. Non, juste parce que je crois que je n'ai pas eu le temps de faire ma chute. En fait, D'accord, en évoquant allez-y. le point, c'était Assez aussi faire appel au travail de la police économique. Parce que je crois que c'est M. Gbato qui en parle la dernière fois. Il y a des gens qui tuent 200 000 francs et qui ont un train de vie ou qui ont des immeubles. Je veux dire, c'est aussi ça le rôle de la police. Parce qu'autrement, on est tous des citoyens. On peut rentrer, on peut faire des choses qui ne sont pas bien. Mais c'est de faire aussi attention entre ce que je fais comme activité et ce que voilà, le train de vie, il faut quand même mettre de l'ordre. Donc c'est aussi ça c'est par rapport à ça que j'avais évoqué le point concernant M. Al-Moussafa. D'accord. Aristide, et Oui, on a juste- fermé ce non, juste chapitre. vous dire que vous disiez tout à l'heure, Evelyne, que les dossiers qu'on ouvre et qui ne vont pas jusqu'à la fin. Non, c'était avant. Il faut qu'on update nos disques durs. Nous sommes dans une ère qui s'ouvre, une ère nouvelle. Et les dossiers, dans cette période, iront jusqu'au bout. Moi, j'ai l'espoir que ça va aller jusqu'au bout. Et pour rejoindre Saint-Claver, il faut justement que les pouvoirs soient séparés et que le pouvoir judiciaire fasse son travail en toute liberté, en toute quiétude. Merci, on vous a bien compris.